va discuter des premiers Eh, mon Dieu. routeurs. Et je n'ai pas fait une recherche exhaustive, mais ma compréhension, c'est que D-Link était dans les premiers à offrir des routeurs là, dans les compagnies qui offraient des solutions. Les antennes étaient quand même limitées. Là. On voit qu'il y en avait une, il y avait une fréquence, probablement c'était du B à ce moment-là qui était la fréquence de ce routeur-là. Et moi, j'ai vu beaucoup dans des entreprises ce genre d'équipement-là, de petits routeurs de base, surtout dans les premières années où ça commençait à se répandre un peu là, dans les entreprises. Et on a aussi les fameux Linksys là, qui étaient Link vraiment... 6. Je ne sais pas si c'est le modèle TW54G, c'est tout ça là, mais c'est le routeur, le beast de tous les routeurs qui existaient sur la Terre, parce que ce routeur-là, on pouvait un peu comme les cellulaires, il y avait des modes, c'est-à-dire des ROM, des programmes qu'on pouvait télécharger dedans pour changer le système d'opération Et de c'est quoi tout le en système tout. la petite application là, qui était quand même assez populaire il y a plusieurs années? Tu C'est. sais-tu du nom? Je ne l'ai pas ça, je l'ai sous le bout de la langue. Mais tu as une application qui est comme faite par la communauté que tu C'était installes dedans open qui source, ouais, remplace que tu l'OS. installais. Ouais, ouais. C'est TDWR de TWR, je me rappelle. En tout cas, qui Ouais, ouais, remplace le ouais. système et tu pouvais fine-tuner cette bête-là à un niveau spatial. Effectivement. Je me souviens, j'ai failli, excusez-moi, là, j'ai un petit problème avec mon œil. J'ai failli aller dans cette voie-là avec certains équipements qui étaient compatibles parce qu'il fallait vraiment que tu aies des équipements très précis là, avec un chip, je pense, là, puis qui te permettent là, soit de le débarrer ou d'y accéder pour être capable de faire une mise à jour Ouais, durant le. fallait que tu brises la sécurité de départ pour installer le logiciel, là. Ouais, c'est ça. Fait que non, je me souviens de ces années-là. J'avais effleuré le sujet, mais finalement, j'étais allé vers autre chose, mais on sait que Linksys et D-Link étaient vraiment les deux compagnies, je dirais, là, les plus répandues de ce côté-là. Et dans cette même veine-là, parce que là, on est dans les années 1999 à peu près, là, dès que la première norme, là, le 802.11b, là, a été vraiment mis en place, Apple est arrivé avec son fameux Airport Base Station qui matchait le Apple G4. Donc, on avait une version graphite qui était vraiment matchée au niveau design. Et on peut voir à l'arrière qu'il y avait un port Ethernet pour pouvoir accéder au réseau filaire. Et on avait la prise téléphonique qui était un modem fax qui nous permettait de se brancher chez notre fournisseur et de pouvoir avoir accès à Internet dans les années 1999. Là, on est vraiment au tout début de ce côté-là au niveau des routeurs d'Apple. Et Apple avait une division vraiment très spécifique là, qui faisait juste le développement. Et vous allez voir par la suite, là, c'était quand même assez poussé. Là. Moi, j'ai fait beaucoup Ils étaient très d'implantations. solides, les routeurs Apple, en Ah, passant. c'était puissant aussi, les signaux. Là, Ils ont arrêté d'en faire là, en dernièrement, 2016-17 dans ces coins-là. Là. mais ils étaient très, très en avance sur beaucoup de Oh, créateurs oui, d'appareils. effectivement. Et il y a eu le fameux, la version AirPort. subséquente qui était vraiment là, avec la carte Airport qui permettait aux ordinateurs Apple et éventuellement aussi Windows, parce que c'était compatible Windows, d'avoir une carte qu'on insérait. Je pense que c'était une carte PCM-CIA là, qui était Je pense, l'acronyme. parce que le format semble être, ça être celui-là, la carte qu'on Ressemblait à ça, insère hein. dans certains portables qui ont plus ça d'ailleurs de nos jours, mais à l'époque, on avait tous une fente sur le côté Une dans laquelle fente on pour pouvait insérer ça, là. rentrer une carte Ouais. quelconque selon les besoins. Là. Donc, dans ce cas-ci, c'était une carte Wi-Fi qu'on pouvait ajouter parce que ce n'était pas encore la norme que la carte Wi-Fi était intégrée au motherboard dans ces ordinateurs-là. Donc, on avait le fameux Airport Extreme. Là, à ce moment-là, ils les ont appelés les Airport Extreme avec une forme développée par Johnny Heave, là, qui était le designer en chef, là, le bras droit de Steve Jobs dans ces années-là. Et moi, j'en ai eu un comme ça. C'était mon premier routeur que j'ai C'était la acheté. coche. Ah, malgré que c'était le protocole Ouais. 802.11b, Oui, mais là, il y c'était allait avec l'époque, merveilleux, là. là. C'était merveilleux. Mais je vais faire un petit bémol.
tu parles de design de routeur, mais jusqu'à là, 3 ans, là, Oui. les constructeurs n'ont pas compris que ça pouvait être beau un routeur, à part Apple qui a déjà compris ça il y a 10 ans. Et Effectivement. là, depuis 3 ans, tout d'un coup, on voit apparaître un début de design de Hey, mon routeur, il faudrait qu'il ait l'air d'un pot à fleurs ou de quelque chose d'un peu plus cute, ça, Tu es au en lieu train d'une de espèce voler de mes bébite cues, mais avec c'est 6 correct, antennes qui Patricia. a de l'air d'une araignée sortie d'un film de science-fiction. Oui. On a comme compris ça du jour au Mais lendemain. c'est là que je m'en vais, tu vas voir. Donc, ce airport-là, la particularité, c'est qu'il y avait, bon, évidemment, des ports, le port WAN, le port Ethernet, un modem. On voit que le troisième port au centre là, est un modem. On a un port à gauche qui est un port, un mini jack 3,5 mm. Donc, déjà dans les années 2001-2002, on permettait de sortir de l'audio et d'envoyer ça vers des haut-parleurs à même On parle d'un début de streaming. Là. Oui, 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 on pouvait streamer directement sur de la musique directement sur le routeur. Et on a le port USB à droite qui était spécifiquement pour une imprimante. Donc, qui permettait de brancher une imprimante USB, n'importe laquelle, et Ça devenait réseau. automatiquement, le routeur l'exposait comme une imprimante réseau sur le réseau. Wi-Fi et filaire, là, parce qu'on avait un port filaire directement dessus. Donc, c'était assez intéressant parce que là, on pouvait mettre l'imprimante n'importe où. On y mettait la borne à côté et ça nous Oui. permettait d'imprimer directement sans nécessairement être branché directement à l'ordinateur. Donc, Non, Bleu Nuit dit que c'était juste pas super utile le jack audio à l'époque parce qu'effectivement, à l'époque où c'est sorti, la notion de streaming dans les maisonnées n'était pas là. Fait que c'était peut-être un peu trop en avance pour le c'était très client. en avance. On s'entend, c'était en avance. Là. On n'était Ouais. pas là, mais la stratégie, c'était la stratégie où l'iPod s'en venait, ou venait Ouais. de sortir. iTunes avait été créé, donc on est vraiment dans la mouvance, là, le iTunes Store, puis l'application iTunes qui était aussi portée sur Windows, là, donc qui permettait aux ordinateurs Windows d'acheter de la musique et aussi de gérer leur bibliothèque directement. Là. Yes. Par la suite, ben, Wow. je continue avec Apple parce que on voit que bon, le design a évolué. On a à gauche le Airport Express. J'en ai eu un où on pouvait le brancher dans le mur. Et cet appareil-là pouvait être branché de façon filaire pour amener la connectivité au réseau. Même chose, un port USB et un port audio ou optique là, pour pouvoir extensionner le réseau au niveau du streaming. Et on avait le Airport Extreme qui a eu plusieurs versions. Tu as eu l'Extreme, après ça, tu as les Time Capsules qui ont commencé à apparaître, qui étaient la même version, mais avec un disque dur interne. Ça de sauvegarder ces choses. Pour sauvegarder nos choses directement dessus. Et par la suite, il y a eu le Express qui a changé de format, qui était plus de la grosseur d'un Apple TV. Et le fameux, la dernière version du Extreme qui était vraiment fait en hauteur. Il permettait d'avoir plusieurs ports en arrière et un style un peu plus intéressant en termes de... Un peu plus à date de nos jours. Ouais. T'as Bleu Nuit qui dit qu'il faut quand même donner le crédit à Apple. Et il dit que ça y fait mal à son orgueil. Et pour le connaître, Bleu Nuit, effectivement que c'est très, très dur. Alors, je dirais à la responsable du procès, en ce moment, du procès verbal, de veuillez noter que Bleu Nuit a dit une fois dans sa vie qu'il faut donner un crédit à Apple. Alors, merci à toi. Et il y avait une application qui venait avec ça qui était Airport Utility. Et la beauté, même si ce n'était pas excessivement sophistiqué, il faut se remettre en contexte, là, très, très, très tôt, là, aux alentours des années 2000, je dirais 2004, 2005, 2006, on pouvait bâtir un réseau. On pouvait extensionner un réseau avec des bornes et l'application gérait la configuration des bornes et la configuration du réseau. Puis moi, il n'était pas rare que je vois des clients où j'arrivais et le réseau avait tout été monté par eux autres mêmes. Ça couvrait toute la superficie qu'il y avait besoin. Il y avait plusieurs différentes bornes à différents endroits où il y avait des poches où c'était moins. Le signal était moins fort. Il s'était rajouté des appareils, puis ça faisait la job. C'était pas du réseau d'entreprise de enterprise grade, là, commercial grade, mais c'était quand même
très fonctionnel comme réseau et ça ne coûtait pas un bras et une jambe avec des équipements de très haute qualité. Et il faut dire que les équipements aussi durent longtemps. Là. Moi, j'ai encore un port Extreme, un time capsule qui doit dater de 6 ou 7 ans qui fonctionne encore très bien avec un disque dur d'un Tera. Là. Donc, Ouais. on rentre dans notre argent rendu là, parce que ça fait mes backups automatiquement. Là. Donc, c'est vraiment intéressant comme infrastructure. Bon, maintenant, la ligne a été discontinuée. C'est un peu la règle chez Apple. À un moment donné, ils gardent les 10-15 meilleurs produits. Ouais, Puis après on ça, recentre. on recentre. Puis le département a été démantelé malgré qu'ils avaient vraiment réussi à Ils avaient le développer. vent dans les voiles. Là. Il Ah aurait pu. oui. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'était payant en termes d'infrastructure puis de vente là, avec les profits, mais ils avaient quand même une équipe top-notch là-dessus, ça c'était clair. Là. Et on a Ouais. Google qui confirme ton point, qui est arrivé avec un design. On a ici un appareil, une borne de Google et une de la compagnie qu'ils ont acheté là, de Nest, je crois. Ouais, Nest. Donc, c'est ça. Donc, eux aussi là, sont allés vers des appareils un peu plus stylisés qu'on peut mettre un peu partout puis qui est quand même beau visuellement. Là. Ça n'a pas de l'air d'être une soucoupe volante qui atterrit. Donc, c'est un peu plus fluide comme design là, de ce Il y a côté-là. Bleu Nuit qui te pose une question que je ne saurais pas te répondre. Oui. Savez-vous s'il était en avance ou whatever quand les jetons étaient utilisés? Non, ça, je ne le sais pas. Puis je ne pense pas qu'il était dans ce marché-là avec ce genre de technologie-là. Eux se concentraient vraiment sur monsieur, madame, tout le monde. C'est quoi le besoin de quelqu'un, là? Parce que ça a toujours été la règle chez Apple. On va viser de faciliter l'intégration de la technologie dans une maison, à la limite dans une école, parce que le marché de l'éducation est important pour eux, mais à un moment donné, on frappe les limites en gestion d'équipement puis en infrastructure. Là. Petit point qui est arrivé avec les pods de Google, Nest et une compagnie qui s'appelle Plume. On a vu apparaître dans les dernières années de plus en plus ce qu'on appelle un réseau méché ou en français un réseau maillé. Oui. Et c'est un petit détail que j'ai pas mentionné tantôt dans la gestion des routeurs, c'est que auparavant, avant la génération Wi-Fi 6, on avait tendance, quand on avait une zone de la maison qui était moins bien couverte, d'ajouter un répéteur. Oui. C'était mauvais, pour toutes sortes de raisons, parce que quand j'ajoutais un répéteur, c'était un autre routeur, tout simplement, avec un autre nom de réseau. Donc, il s'appelait Wi-Fi répéteur, mettons. Et s'il était mal situé, parce que tu connais pas trop ça, puis que tu l'as mis une place que le Wi-Fi était pas bon, il faisait pas son travail. Puis, non seulement il faisait pas son travail, ben, si tu avais un équipement qui était situé entre les deux, on pouvait se retrouver dans des situations où je me connectais au répéteur, je me déconnecte du répéteur, je me reconnecte au routeur, je me reconnecte au répéteur. Et là, j'avais une connexion qui était connecte, déconnecte, et ça a été longtemps les problèmes des extendeurs réseau. Oui. Avec les premiers réseaux méchés qui apparaissent, là, 3-4 ans, 2 ans, et là, de plus en plus. Vous savez, quand on achète un routeur qui vient avec 3 morceaux, c'est automatiquement un réseau méché. Il y a plus de différence entre les unités. Donc, quand on parle à un, on parle au même réseau et la borne principale a un lien de communication spécial entre les unités pour échanger de façon optimale entre le premier, le deuxième, le troisième nœud. C'est un peu ce que faisait ton routeur à l'époque, qui était une introduction. D'ailleurs, tu mets la clip. On ajoutait un routeur Apple et tout de suite, il tombait en mode mesh. C'était le même réseau. Il s'auto-gérait. C'était hyper en avance. Et c'est la technologie actuelle de nos jours. Donc, oui, on peut avoir un routeur qui parle un peu plus fort, mais il faut savoir qu'au Canada, on est limité à 1000 watts. Donc, par la norme, on ne peut pas dépasser 1000 watts. Donc, on ne peut pas crier plus fort. Puis, la façon de s'assurer qu'à l'autre bout de ta maison, je t'entends plus, que je t'entends juste à 8 décibels alors qu'au début, tu cries à 90, mais c'est de rajouter un pod, un relais. Et les meilleurs dans le monde qui créent les meilleurs pods, c'est la compagnie Ubiquiti qui a créé avec un plume cette espèce de méthodologie-là. Et si vous avez une maison qui est moindrement un peu grande ou avec des difficultés,
n'hésitez jamais à vous acheter des relais, des pods, des petits bidules qu'on ajoute, et vous allez vous retrouver avec une connexion vraiment sur la coche. Peut-être juste dire aussi, Meraki aussi le fait avec leur technologie qui se mèche Oui. automatiquement. Là. Oui. Donc, c'est assez courant là, dans les installations là, que je fais à ce niveau-là. Donc, Ben, c'est rendu standard à ce temps. Oh oui, à ce temps, c'est rendu une technologie standard. Donc, Google est arrivé avec son Nest et aussi son appareil. Et on a ici un appareil d'Ubiquiti à droite. On a du Meraki à gauche aussi qui est quand même assez stylisé. Donc, il y a eu un effort de fait pour que ce soit vraiment. C'est de l'équipement d'entreprise, là. On est là. Oh, et là, on est rendu dans l'équipement d'entreprise. Pardon? C'est de l'équipement d'entreprise, mais on a quand même eu le souci de rendre ça beau. Oui, c'est ça, pour que ça s'agence avec les plafonds, avec le design des bureaux, pour que ce soit juste une borne pour être une borne, puis qu'il n'y ait pas de style associé à ça. Donc, chacun essaie de rivaliser dans leur design pour que ce soit accrocheur, que ce soit aussi le plus que ça se fonde dans le décor le plus possible de ce côté-là. Eh bien, comme tu disais tantôt, les compagnies ont commencé à se réveiller à faire des routeurs pour du gaming, faire des routeurs plus spécialisés par créneau. Ça, c'est un exemple là, que j'ai trouvé qui est quand même assez récent. C'est le symbole de Rogue, Asus Rogue. Oui, je pense que c'est ça. Donc, le point ici, c'est que, bon, on est obligé, un peu comme les autos, hein, te souviens-tu, là, il y avait une Hyundai là, qui ressemblait à une auto de Batman, là, tu sais, là, avec le gros aileron puis tout. Tu sais, c'est clair que la Hyundai, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait un créneau, là, une voiture là, pour telle clientèle, 18-23 ans. Bon, je roule encore avec mon Firewall Unify. Oui, ça marche à la coche. Ah oui, ça marche très bien. Là. Donc, tu sais, c'est ça. Là, on est rendu dans du style par vraiment... agressif, métal. On s'adresse à des gamers. C'est ça, c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple là, où là, bon, ça, c'est les bonnes vieilles grosses antennes. Là, ça, c'est important. Ça donne du style. Même si, au bout du compte, oui, ça peut donner un certain avantage, mais tout dépendant de la qualité des composants, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a une grosse influence de ce côté-là. C'est du design. À cette heure, on peut mettre les antennes à l'intérieur. Puis, je vous ferai remarquer que le routeur qu'on voit actuellement, ben, c'est un 8. Donc, un 8 flux spatial. Oui, c'est ça. Chacun une antenne. Donc, ça m'amène à vous parler un peu de mes vacances. Et bon, j'étais en Floride, j'ai loué un condominium. Et quand je suis arrivé dans le condominium, je me suis aperçu que la vitesse du réseau de la compagnie UB, là, qui est le fournisseur, c'est pas du DSL, là, pour moi, c'est du câble dans cette région-là de la Floride. Et la vitesse était vraiment, mais vraiment lente. C'était pas possible. J'ai fait un speed test là, avec Speed of Me, là, speedof.me, là, pour pouvoir voir la vitesse un peu de mon laptop, de mon téléphone. Puis j'obtenais genre du 3 mégabits, du 3,5, là, quelque chose de vraiment, là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Alors, en bon geek en vacances, la première chose que tu fais, c'est que tu tapes sur Google le modèle du routeur Wi-Fi, puis tu demandes username, password, puis là, ben, ça prend pas de temps que dans la première page, tu as la liste de tous les usernames, passwords que tu peux trouver sur cette plateforme-là, sur ce modèle-là. Puis bon, après, à la deuxième tentative, je suis tombé sur le bon, qui était user. C'était pas plus compliqué que ça. Donc, c'était même pas admin, c'était user. Donc, je rouvre la page et là, je commence à regarder. Et là, je m'aperçois que sur la bande 802.11, là, présentement, elle est à 5 GHz. Je m'aperçois qu'il était à 2.4 par défaut. Il n'était pas ouvert, le 5. Non, il était juste à 2.4. Fait que je dis, regarde, on va commencer par juste le mettre à 5, voir ce que ça donne. Puis, je me suis assuré de mettre 802.N support required à on, un petit peu plus bas, juste pour être sûr que il va supporter le N. Là, on n'a pas un routeur de haut de gamme, là, on a quelque chose d'assez simple. Et là, je sauvegarde. Et mes vitesses sont multipliées par 10 d'un coup de même, qui est suffisant pour mes besoins en vacances. Là. Je suis capable de voir des streams. Tu fais à peu près ce que tu veux. Oh, c'est ça. Je suis capable de voir du stream de Twitch, je suis capable de voir YouTube, je suis capable de naviguer sans problème. Donc, tout ça pour dire que
quand vous êtes en vacances, dites-vous bien que ça se peut que les équipements qui sont en place soient mal configurés ou configurés avec des paramètres où il n'y a personne qui s'est vraiment posé de questions lors de l'installation. Hein? Parce que c'était le cas. Là. Tu ne laisses pas ça en 2.4. Il n'y a pas une raison. Ce n'est pas vrai que peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir un téléphone en 2.4. Fait qu'on va le mettre en 2.4. Ça ne fait pas de sens. Là, donc, faites vos recherches. C'est assez facile d'aller dans ces interfaces-là. Souvent, on vérifie notre adresse IP, puis la première adresse, donc celle qui finit par .1, là, disons que c'est 192.168.0.1. Dans mon cas, ben, c'était l'adresse du routeur. Fait qu'allez voir votre adresse DHCP, puis mettez l'adresse 1 au début et vous risquez de tomber sur l'écran d'accueil. C'est soit 192.168.0.1 ou .1.1 ou comme à Apple, le 10.0.0.1 ou 10.0.1. Le 10, on ne le voit pas souvent, par exemple, là, mais l'idée, c'est faites juste aller voir votre adresse DHCP à vous, puis déjà, ça va vous dire à 1, ça va être le routeur. Souvent, il va être affiché même dans vos paramètres. Là, donc, puis trouvez les mots de passe, faites une petite recherche assez simple sur Google et vous allez voir que vous pouvez probablement aller changer quelques paramètres. Assurez-vous de faire des print screens juste au cas où il faut revenir en arrière, changer les paramètres. Là, comme ça, on sait que c'était comme ça avant, puis là, maintenant, je le change. Puis dans ce cas-ci, on pouvait voir que le control channel, il était automatique sur le canal 165, il est acceptable. Donc, j'ai compris qu'il n'y avait pas beaucoup d'interférences sur le réseau, là, parce qu'on n'avait pas énormément de condos sur le site. Donc, c'était assez limité comme interférence possible. Ce n'est pas des bureaux, c'était vraiment des condos. Puis peut-être que le condo, l'objectif commun, c'était de réduire la bande passante pour éviter que tout le monde utilise du 5 et qu'il se retrouve avec des hauts débits. Il a peut-être mis ça en 2.4 pour avoir moins de données pour tout le monde. Là. Peut-être. Ouais, peut-être que c'était une twist du fournisseur pour. C'est ce que je pense. Pour limiter. Ouais, hein, c'est ce que je me suis dit. Puis après ça, je me suis dit, hey, là, moi, je change ça à 5. Moi, puis... je débarre la. C'est ça. S'il y a quelque chose, venez me voir, on va jaser, OK? Au prix, ça coûte. Je vais le mettre à cette vitesse-là. Donc, c'est ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive d'arriver dans un endroit où je dois changer des paramètres. De mémoire, là, ça m'est arrivé quelques autres fois où, regarde, j'ai essayé de trouver le mot de passe, puis on a optimisé ça pour que ma qualité de vie soit adéquate. On est habitué à certaines vitesses. Hein? Fait qu'à un moment donné, tomber en bas de ça, ça devient difficile de travailler à distance à la limite. Là. Donc, je reviens à mon Airport Extreme et sa forme conique. Je ne sais pas si toi, ça te rappelle des souvenirs ou ça te rappelle un élément de design, là, mais il y a une belle histoire liée à ça. Là. Ça te dit rien? Moi, c'est un gros void. OK. Mais regarde bien ça. En 1999, il faut se rappeler que quand cet appareil-là a été designé et mis en marché, Steve Jobs était revenu à la présidence par intérim en 1998, si je me souviens bien, et il était aussi président de Pixar. Oh! Et là, on a Eve dans le film Wall-E. Eve! Qui a été designé en partie par Jonathan Ive, le designer en chef d'Apple. Et il s'est inspiré en partie du Airport Extreme selon je dirais, des sources et aussi des légendes urbaines. Là. Mais clairement, on voit des similitudes là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'années entre les deux. Là. Wall-E est sorti en 2004, je crois, dans ces coins-là. Là. Donc, tu sais, il n'y a pas. Puis bon, un film comme ça a pris probablement plusieurs années avant d'être mis en marché. Donc, c'est ça. On a Eve qui a été probablement pas mal inspiré par le design du Airport Extreme. Et on a au début du film Wall-E, pour ceux qui s'en souviennent, quand le film démarre, qui dormait et qui se réveille. Et quand Wall-E se réveille, la première chose qu'il fait, c'est qu'il faut qu'il aille charger ses batteries. Donc, il se rend au soleil, malgré la poussière, malgré la décrépitude de la planète, pour être capable de charger ses batteries et de pouvoir travailler toute la journée. Et en chargeant ses batteries,
Quand il arrive à 100%, qu'est-ce qui se passe? Bien, écoutez bien ça. Et oui, c'est le bruit d'un Mac qui démarre. Donc, J'avais jamais. il y avait un clin d'œil dans le film de Wall-E où, au début du film, on entend le bruit d'un Mac qui départ pour démontrer que maintenant, Wall-E est prêt pour son travail et démarrer sa journée. Donc, c'était le petit clin d'œil de Pixar relié au Airport Extreme et à l'histoire d'Apple de ce côté-là.